Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'IA au service des achats durables, organisé par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Climaction, c'est le programme imaginé et mis en œuvre par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition écologique et énergétique du territoire et en partenariat avec le Conseil national des achats Grand Est. Je me présente rapidement, Christelle Richy, je fais partie d'une équipe Grand Est qui accompagnons les entreprises du territoire sur les thématiques de la transition écologique et énergétique, donc la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'optimisation de la gestion des déchets, l'économie circulaire et l'adaptation au changement climatique. Et donc, je suis plus particulièrement en charge des accompagnements des entreprises du Grand Est sur le volet des achats durables, ce pourquoi nous sommes ici ensemble maintenant. Donc, ce webinaire d'une heure va vous permettre de démystifier l'intelligence artificielle et de comprendre en quoi elle peut être au service des achats et de vos achats durables surtout. Donc au programme, notre experte Christelle Courant va intervenir et vous bénéficierez donc de cas d'usage pour vous projeter et d'un temps d'échange qui sera donc dédié à l'issue du webinaire sur les questions-réponses, surtout les questions que vous pourriez avoir. Sachez que vos caméras, donc nous sommes nombreux, donc vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez intervenir tout au long du webinaire par l'intermédiaire du chat qui est en haut à droite de vos écrans. Donc voilà, nous prendrons ce temps d'échange à l'issue de l'intervention de Christelle Courant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons deux sondages. Donc un premier pour connaître votre niveau de connaissance sur l'intelligence artificielle et pour savoir pour vous de quoi on parle quand on parle justement d'IA. Alors je vous passe ce sondage et vous avez on va prendre quelques secondes pour y répondre. Donc pour vous l'IA, est-ce que c'est un programme informatique fonctionnant avec des supercalculateurs? Est-ce que c'est un type de matériel informatique conçu pour jouer aux jeux vidéo? Ou est-ce que c'est une technologie qui permet aux ordinateurs de penser et d'apprendre? Vous êtes nombreux à participer. On va attendre encore quelques secondes pour pouvoir partager les résultats. Voilà, ça a l'air de se stabiliser au niveau des votes. Donc, je partage les résultats. Donc, vous êtes 35% à penser que c'est un programme informatique fonctionnant avec des supercalculateurs et en majorité, donc 63%, à penser que c'est une technologie permettant aux ordinateurs de penser et d'apprendre. Donc, Christelle va répondre à cette question juste après mon intervention sur le second sondage pour savoir si au quotidien, vous utilisez dans le processus achat l'IA aujourd'hui. Donc, est-ce que oui, vous l'utilisez? Est-ce que non, pas encore? Non, mais vous étudiez ce développement. Autant dire que c'est en cours de réflexion. Voilà, ça a l'air également de se stabiliser. Donc, je vais partager les résultats. Donc, vous êtes en majorité à ne pas l'utiliser aujourd'hui, mais beaucoup d'entre vous, donc 22%, se posent la question d'étudier ce développement dans leur processus. Je passe maintenant la parole à Christelle qui va, pour le coup, rentrer dans le vif du sujet. Hop, voilà. Christelle, je vous ai envoyé le mode présentateur. Donc, bonjour à tous, je suis en train de récupérer la main pour la présentation. Voilà, et vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. C'est tout bon, merci. C'est tout bon. Donc, bonjour à tous. Ravie de participer donc à ce webinaire pour vous donner une connaissance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la fonction achat. Donc, on avait voulu commencer avec Christelle par un petit sondage déjà pour voir parmi les nombreux participants à ce webinaire quelle était majoritairement votre connaissance sur l'intelligence artificielle ou où vous en étiez également dans votre fonction achat.
Donc le premier sujet, c'est que bon, sur le premier sondage, vous avez bien répondu. Donc en effet, l'intelligence artificielle, c'est une technologie informatique qui permet d'apprendre et de penser. Mais attention, je vais y mettre des guillemets sur les pensées, puisque depuis plusieurs années maintenant, on donne en tout cas certaines fonctions à l'intelligence artificielle qui ne sont pas nécessairement. Et quand on dit penser, pourquoi j'y mets des guillemets, c'est qu'elle ne pense pas comme un humain. Et je reviendrai là-dessus pour vous donner juste quelques définitions sur l'intelligence artificielle. Alors vous inquiétez pas, je vais pas rentrer trop dans la technique, c'est pas le sujet, mais au moins que vous ayez quand même quelques repères sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, et puis, en effet, les achats, bah aujourd'hui, on constate que c'est une fonction qui utilise assez peu l'intelligence artificielle et c'est bien dommage. Et je vais vous expliquer également pourquoi la fonction éligible est plus qu'éligible à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc déjà pour me présenter, donc moi je suis Christelle Courant, je suis directrice du développement donc chez Digitalan. Digitalan, c'est un éditeur qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle MIA, donc c'est assez simple à retenir, qui permet de créer des applications intelligentes qui est dédiée aux entreprises. Et ça, c'est vraiment important sans avoir besoin de développer aucunement ou d'avoir un bac+10 en informatique et en intelligence artificielle. Il suffit simplement d'imaginer ce que l'on souhaite faire avec et comment par la suite on va pouvoir le traduire pour obtenir les meilleurs résultats vous permettant de prendre des décisions. Donc c'est plus de 4 ans de R&D que nous avons développé en partenariat avec l'École Polytechnique de Paris. On se fait également accompagner par l'Université de Berkeley, donc en Californie. Et également, nous avons le support de la BPI et nous sommes très actifs également dans la communauté autour de l'intelligence artificielle puisque nous avons participé à la rédaction d'un document, donc au niveau de la normalisation, permettant aux entreprises de pouvoir évaluer leur maturité sur la connaissance de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons une expertise reconnue autour de la mise en place d'applications d'intelligence artificielle, que ce soit aussi bien l'IA générative dont tout le monde parle depuis 3 ans, mais l'intelligence artificielle ne se réduit pas à l'IA générative et existe également d'autres formes d'intelligence, j'y reviendrai par la suite d'ailleurs, ce qu'on appelle plus globalement l'IA analytique. Donc, au travers de notre plateforme, on peut automatiser un certain nombre de tâches donc au sein de votre activité qui vont combiner plusieurs formats de données, que ce soit des images, du texte, du vidéo, du son, ce qu'on appelle des tableaux, des documents, etc. Mais finalement, tout ce que vous manipulez au quotidien. Donc, cette plateforme, elle a déjà été reconnue. Donc reconnue par différents médias donc spécialisés. Vous avez un certain nombre de logos là que j'ai mis. Et puis également, nous avons également participé sur BFM TV à la présentation de notre solution, mais elle a également été récompensée puisque nous avons participé à différents challenges d'innovation que nous avons remportés, puisqu'aujourd'hui nous avons 4 récompenses. Et je vais vous en parler d'une en particulier qui concerne la fonction achat, puisque nous avons candidaté l'année dernière au Trophée des achats. Et pour lequel nous avons été retenus en 2e position, donc dans la catégorie innovation, par rapport au travail que nous avons fait sur l'identification de cas d'usage qui est dédié aux achats. Donc notre plateforme, elle intègre plus de 70 modèles d'intelligence artificielle, donc autant vous dire qu'on peut vraiment imaginer énormément de choses pour accélérer et faciliter le travail de la fonction achat. Alors, je vous parlais des achats et finalement, c'est une fonction qui aujourd'hui, et vous l'avez très bien traduit dans votre sondage, qui utilise peu l'intelligence artificielle. Quand on parle traditionnellement des fonctions qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'entreprise, qu'on retrouve très classiquement, c'est le marketing, le commerce, l'innovation et l'informatique. Mais on cite assez peu la fonction achat, qui est une fonction support qui est essentiel au sein de l'entreprise. Et j'ai essayé au travers de cette représentation de vous illustrer 6 piliers pour lesquels on estime que l'intelligence artificielle peut vraiment être un assistant plus qu'intéressant pour votre fonction. Déjà, les achats, c'est une fonction centrale et stratégique au sein de l'entreprise. Elle existe dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et elle participe à l'efficience opérationnelle au sein de l'entreprise, mais également elle permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise au travers de l'analyse de la réduction des coûts, mais également de l'identification de fournisseurs. Et ça, c'est vraiment important également de pouvoir le rappeler. Elle intervient également dans la
gestion de l'approvisionnement également de l'entreprise pour diminuer autant que possible les pertes et puis également aussi avoir un devoir de vigilance vis-à-vis des risques exposés de l'entreprise. À savoir également que l'intelligence artificielle, la nourriture essentielle de l'intelligence artificielle, c'est de la donnée. Et ça tombe bien puisque dans la fonction achat, vous manipulez au quotidien énormément de données. Et bien souvent, malheureusement d'ailleurs, les données sont dormantes au sein des différentes applications que vous utilisez. Alors qu'il s'agisse aussi bien des applications qui sont dédiées à la fonction achat, mais vous êtes amené également à utiliser d'autres applications qui sont utilisées par d'autres services. Quand vous avez besoin de croiser des données, vous allez aller chercher différentes données qui sont à différents endroits dans différentes applications. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez accès à un volume de données qui est considérable et pour lequel vous pourriez aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ces données, au-delà même des fichiers Excel sur lesquels vous avez l'habitude de travailler ou même des reporting au sens data visualisation et puis business intelligence. Donc ça, c'était le deuxième point que je souhaitais évoquer avec vous. Troisième point, l'hétérogénéité des données. Qu'est-ce qu'on entend par hétérogénéité des données? Comme je le rappelais à l'instant, des données, vous les manipulez au travers des applications, par exemple de contract management, mais également des applications de facturation, de référentiels de fournisseurs, etc. Donc, il y a des données qui sont dans des bases de données, donc sous forme de table, ce qu'on connaît tous, mais également les documents, des sondages, des annotations, des échanges d'emails, et tout ça, ce sont des données qui peuvent révéler véritablement une information intéressante pour vous dans le cadre du traitement et de vos analyses. Et ce qu'il faut voir, c'est que avec la digitalisation des usages que l'on connaît maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années, eh bien 80% des données aujourd'hui qui transitent, ce sont ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire qui ne sont pas des données issues de tableaux. Sauf que dans les entreprises, classiquement, les applications qui existent ne savent pas traiter ces nouveaux formats de données. Et c'est là que l'intelligence artificielle va y amener véritablement toute sa puissance puisqu'elle a ses capacités de pouvoir traiter ces différentes données et puis également dans des volumes importants et de pouvoir les croiser entre eux. Et puis également la fonction achat, vous êtes exposé de plus en plus à des réglementations et puis également à des risques. Donc, ce qui fait qu'on vous demande au quotidien, désormais, d'avoir les écoutilles très ouvertes sur des informations qui sont disponibles au sein de votre entreprise, mais également qui sont à l'extérieur de votre entreprise, mais qui pourraient amener un risque au sein de votre entreprise. Donc, il est vraiment important que vous puissiez disposer d'outils extrêmement puissants vous permettant de pouvoir vous éclairer si vous êtes en conformité par rapport à ces réglementations et puis également vous apporter un éclairage sur des risques potentiels au sein de votre entreprise. Et puis une entreprise, comme on le sait, elle s'inscrit dans un écosystème qui est extrêmement dynamique. Vous voyez que de plus en plus, ça va vite autour de l'entreprise et qu'il est important face à cette mouvance, d'avoir cette agilité. Donc, pour avoir cette agilité, encore faut-il avoir des outils qui permettent d'absorber tous ces volumes de données, cette hétérogénéité, etc., et qui puissent vous restituer en temps réel des analyses pour lesquelles vous pourrez prendre des décisions. Et puis également, on va parler d'impact environnemental, et ça tombe bien puisqu'on parle d'achat responsable. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes amené à prendre des décisions par rapport à des achats, sur le choix de vos fournisseurs, sur des catégories d'achats, il est nécessaire de pouvoir évaluer leur impact environnemental, vous permettant de prendre des décisions, de choisir entre différents fournisseurs, mais également de voir si la politique de vos fournisseurs s'inscrivent bien également dans la politique que souhaite avoir votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir toutes ces dimensions. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin grandissant au niveau des achats en termes d'analyse, mais que ce soit des analyses qui soient précises, qui soient personnalisées par rapport au contexte de chacune de vos entreprises, en fonction des données qui sont disponibles, mais surtout d'avoir des analyses qui soient fiables, rapides, de plus en plus rapides et également dynamiques, vous permettant de prendre des décisions le plus rapidement possible et de manière plus efficace. Donc, voilà pourquoi il est important que dès maintenant, la fonction achat puisse véritablement regarder comment l'intelligence artificielle peut rendre service par rapport aux différentes activités que vous pouvez avoir.
Et là, maintenant, je vais vous montrer, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Vous verrez par la suite, bien sûr, hein, ces cas d'usage ne sont pas exhaustifs, mais d'ores et déjà pour vous donner quelques idées et autant que possible de vous transposer par rapport à vos activités. Ce que nous avons fait il y a maintenant 1 an et demi en collaboration avec un de nos partenaires, Bayo, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement au niveau des achats, nous avons une ambition qui était de se dire, puisqu'aujourd'hui le marché ne s'intéresse pas particulièrement à la fonction achat, nous avons décidé ensemble de réunir un certain nombre de directeurs achats de différentes entreprises et de réfléchir ensemble sur les cas d'usage qui sont importants pour la fonction achat et voir comment l'intelligence artificielle pouvait y répondre. Et donc, dans un premier temps, nous avons décidé de réunir 11 directeurs achats. Alors maintenant, hein, ce club est beaucoup plus étendu. Je vous ai mis un certain nombre de logos. Donc, vous voyez qu'il s'agit aussi bien d'entreprises dans des fonctions industrielles, dans des fonctions énergétiques, que ce soit également dans la cosmétique, dans la santé et puis également dans la finance. Finalement, on se rend compte que les problématiques sont assez similaires. Et donc, ce que nous avons décidé dans un premier temps au niveau de ce club, c'est une fois avoir décidé collectivement sur les cas d'usage sur lesquels nous voulions travailler, c'était de mettre en pratique. Et mettre en pratique à partir d'un existant, donc dans chacune des entreprises, et de pouvoir restituer de manière collégiale les enseignements et les résultats généraux également. Et donc, cette première phase a duré à peu près 4 mois. Alors, je vous rassure, hein, c'était pas 4 mois en termes de charge, hein, ça a été 4 mois étalés sur une durée, et pour lequel on a travaillé ensemble sur cet existant et en montrant également que l'on pouvait avoir différentes approches avec l'intelligence artificielle, donc des approches qui pouvaient combiner de l'IA générative, de l'IA analytique et également de l'automatisation. Et donc, par la suite, je vous montrerai 3 cas d'usage qui ont été travaillés dans ce collectif et pour lequel, d'ailleurs, nous avons été primés à l'occasion des trophées des achats. Donc, avant de rentrer dans dans ces cas d'usage, il me paraissait important d'ores et déjà de fixer quelques idées au niveau de l'intelligence artificielle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je vous ai mis une définition, sachant qu'il n'existe pas une, mais plusieurs définitions. Donc, l'une qui me semble importante, c'est de préciser que l'intelligence artificielle, c'est avant tout une technologie informatique qui n'a pas de sens cognitif comme un humain. Donc, elle ne va pas avoir le même raisonnement. Par contre, une intelligence artificielle, elle va imiter des actions humaines, donc c'est-à-dire des activités dans un contexte, et c'est uniquement dans ce contexte-là. Donc, l'intelligence artificielle, hein, pour ceux qui ne savent pas, elle est pas née il y a 3-4 ans. C'est-à-dire, elle est pas née avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça existe depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, vous l'utilisez depuis longtemps. L'intelligence artificielle, elle est née dans les années 50. Le premier chatbot, c'est-à-dire, le début d'un ChatGPT et autres, ça date de l'année 1966 et c'était un chatbot féminin qui s'appelait Elisa. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur une technologie qui est naissante, qui n'est pas maîtrisée, etc. Donc, il y a eu énormément de travail. Simplement, c'est qu'on n'en a pas fait une emphase médiatique. Mais comme je vous disais, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand vous utilisez à titre personnel, que ce soit un Netflix, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit également Siri, Alexa, et puis également quand vous allez sur des applications qui vont vous recommander un certain nombre de produits, sachez derrière tout ça que c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et pour autant, vous n'avez pas nécessairement posé de questions. Donc, pour vous dire que l'intelligence artificielle, elle peut vraiment revêtir différentes formes pour vous restituer des résultats. Et puis, peut-être que vous avez entendu parler aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des termes qu'on voit dans les communications. On parle de machine learning. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le machine learning? Bon, déjà, vous voyez, hein, il y a cet effet un peu de poupée russe, hein, donc c'est des boîtes dans des boîtes. Voilà, parce que l'intelligence artificielle, c'est une famille de technologies informatiques qui vont pouvoir rendre des services. Et puis, en fonction de ce qu'on va vouloir faire,
eh ben, on va utiliser plus ou moins certaines boîtes à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, le machine learning, c'est ce qu'on entend souvent dès lors qu'on entend des spécialistes parler un peu d'intelligence artificielle. Ben, le machine learning, c'est ni plus ni moins que des technologies qui vont exploiter des gros volumes de données. Et tout ça, c'est basé sur des approches mathématiques et statistiques. Et l'intérêt du machine learning, ben, c'est-à-dire que dans un contexte, on va dire l'intelligence artificielle, je te montre ce chemin-là. Maintenant, une fois que tu as appris comment fonctionnait ce chemin-là, donc ce chemin, ça peut être vos fichiers Excel, hein, c'est-à-dire avec plein de colonnes, plein de lignes, etc. Et vous souhaitez, admettons, prédire l'évolution de prix de chacun de vos fournisseurs et ce pour chacune des catégories d'achat. Vous avez un historique et donc à partir de cet historique, l'intelligence artificielle va apprendre, elle va détecter un certain nombre de choses. Et demain, vous avez envie de connaître les nouveaux prix que pourraient vous proposer vos fournisseurs. Puisque cette intelligence artificielle, elle a appris, elle va avoir cette capacité de vous donner des prévisions futures sur ces prix. C'est ce qu'on va appeler le machine learning. Donc, je lui ai montré un contexte, le passé. À partir de ce passé, elle va pouvoir en déduire le futur. Et puis, une dernière boîte qui est le deep learning. Donc là, le deep learning, c'est toujours de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, ça va être d'autres technologies informatiques qui vont exploiter toujours ces données, qui vont s'appuyer sur d'autres technologies qu'on appelle les réseaux de neurones. Et là, on va pas leur montrer le chemin. Ils vont trouver le chemin par eux tout seuls. Et donc, c'est ce qu'on essaye de rapprocher par rapport à les réseaux neuronaux. C'est ce qu'on retrouve dans le cerveau humain ou également des synapses. Voilà. Ils vont créer des connexions. Voilà, d'une certaine manière, ils vont y trouver une logique pour pouvoir restituer un résultat. Voilà. Donc ça, c'est important juste d'avoir ces informations-là, au moins au niveau de l'intelligence artificielle. Donc retenez bien que l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'un moyen informatique. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas un super acheteur qui va tout deviner, qui sait tout et qui sait mieux que vous. C'est de l'informatique qui a été contextualisée et qui a appris sur un certain nombre de données qui étaient disponibles, soit sur le web, soit sur ce qui est disponible au sein de votre entreprise. Mais par contre, c'est un superbe assistant qui va pouvoir vous aider sur un certain nombre d'activités que vous allez pouvoir avoir. Donc, 3 mots essentiels à retenir quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de l'informatique, des mathématiques et des statistiques. Donc, pas de pensée cognitive. Pas de sentiment non plus, pas d'extrapolation. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que la fonction achat, elle est complètement éligible à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que vous avez plein de données. J'en parlais, donc tout d'abord les données structurées, c'est ce qu'on va retrouver quand il y a des formulaires que vous faites remplir à vos fournisseurs ou prestataires, tout ce qui est dans les bases de données, ce qu'il y a dans vos fichiers Excel. Donc ça, c'est ce qui existe classiquement. Et donc, on va pouvoir utiliser différentes formes d'intelligence artificielle en fonction de ce que vous allez faire. Par exemple, classifier de manière différente des achats indirects. Vous allez pouvoir prédire des évolutions de coûts également pour chacun des achats. Vous allez pouvoir détecter potentiellement un certain nombre de pratiques de prix au niveau de vos fournisseurs qui vont vous mettre en alerte en disant c'est bizarre, ces fournisseurs-là particulièrement, mais ils sont en dehors de mon référentiel prix moyenné. Donc, et puis, vous allez pouvoir, sur la base également d'un certain nombre d'informations, par exemple des caractéristiques de produits ou de prestations que vous allez acheter, de pouvoir classifier de manière différente de ce que vous allez pouvoir faire traditionnellement. Donc, ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'axes d'analyse. Et puis, ce que je vous disais, il y a le monde des données non structurées qui aujourd'hui représente 80% de ce qui transite. Qu'est-ce que c'est que les données non structurées? Quand vous utilisez des mails, quand comment vous échangez au travers de chatbots, quand vous utilisez des conversations, mais ça peut être également tout ce qui est élément textuel, ça peut être des documents, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, donc beaucoup de choses. Et donc là, on va utiliser d'autres formes d'intelligence artificielle qui chacune sont spécialisées pour traiter ce type de données. Donc, je vous ai mis quelques mots. L'objectif, c'est absolument pas de retenir. Mais ce que je voudrais simplement rappeler, c'est quand on parle de l'IA générative dont tout le monde parle aujourd'hui, ça représente qu'un tout petit bout de l'intelligence, de la famille de l'intelligence artificielle. Et là, je l'ai représenté par LLM.
Donc, vous voyez que c'est une brique parmi tant d'autres. Donc, ce qui veut dire que, en fonction de ce qu'on va vouloir faire, en termes de tâches, voilà, l'intelligence artificielle peut prendre des formes différentes et on va utiliser différentes intelligences artificielles et pas nécessairement que l'IA générative. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer dans les cas d'usage qui ne sont pas uniquement que de l'IA générative. Voilà. Et puis, ce que je voudrais aussi, c'est que vous, en tant qu'acheteur, vous avez une responsabilité au niveau des achats. Donc, déjà en tant qu'utilisateur, mais également dans la prise de décision des produits également que vous achetez et des produits qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Et je voudrais faire cette parenthèse pour parler déjà d'éthique. Pourquoi on parle d'éthique au niveau de l'intelligence artificielle? Et c'est d'autant plus vrai quand on est dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser l'intelligence artificielle, elle va vous donner des résultats. À partir de ces résultats-là, vous allez prendre des décisions qui peuvent être structurantes pour votre entreprise. Et donc, il est important de savoir comment fonctionnent ces intelligences artificielles. Et qu'est-ce que ça veut dire, comment elles fonctionnent? Admettons si je reprends l'IA générative. L'IA générative, vous posez des questions, vous maîtrisez l'art du prompt, très bien, vous obtenez un résultat. Mais ce résultat-là, comment, sur quoi elle s'est basée? Quelle est sa base de connaissances? C'est sur le web, il y a le dark web également, et dans toutes ces connaissances au niveau du web, est-ce que tout est vrai? Et est-ce que tout doit être pris au même niveau? Mais ça, aujourd'hui, vous n'en avez pas l'information, tout simplement parce que vous obtenez un résultat, ce qui est très bien. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les sources, mais c'est de se dire pourquoi elle a choisi cette source-là plutôt qu'une autre. Et puis, également, est-ce que cette source, elle est suffisamment fiable? Et peut-être que c'est pas la meilleure base de connaissances que j'estime moi en tant qu'expert acheteur pour pouvoir prendre ma décision. Et derrière, quelles sont les intelligences artificielles qui ont permis d'obtenir ce résultat-là? Comment j'y ai parvenu? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais ce qui est intéressant, c'est quand vous conversez avec une intelligence artificielle, vous reposez à des moments différents la même question. Et bien, vous allez voir que vous n'allez pas obtenir le même résultat. Et là, c'est embêtant parce que ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une exactitude et puis c'est surtout également une reproductibilité dans vos résultats parce que vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Et quand vous obtenez un résultat, est-ce qu'elle est fiable? Elle est fiable à 50%, à 80%, 90%? Et ça, c'est important puisque si par exemple vous devez prendre une décision sur le choix d'un certain nombre de fournisseurs par rapport à des prévisions de prix, ces prévisions de prix, quel est l'intervalle de confiance? Est-ce qu'elle a 90% ou pas? Sauf que si vous ne connaissez pas la genèse et sa manière de fonctionner, ce sera difficile pour vous d'avoir une confiance et donc de pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'est vraiment important en termes d'éthique. Et puis également, peut-être que vous en avez entendu parler, on parle de biais et d'hallucination. Pourquoi? Parce que comme je le rappelais, l'intelligence artificielle, elle est basée sur de la donnée. Et la manière dont on a construit ces intelligences artificielles, je vous parlais de contexte. Un exemple très simple et qui, j'espère, va vous parler. Alors, pas nécessairement dans votre fonction achat, mais aussi pour vous alerter par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une traçabilité, une explicabilité. Il y a quelques années, Amazon avait mis en place une intelligence artificielle qui permettait d'accélérer le traitement des CV dans le cadre de leur recrutement. Donc, le cas d'usage est extrêmement intéressant. Ça permettait de soulager les équipes RH et de pouvoir évaluer très rapidement les CV. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte, donc ils sont partis d'un historique de candidats qui avaient été recrutés sur une dizaine d'années, entre 2004 et 2014. Donc jusque-là, tout va bien. Et donc, ils ont entraîné cette intelligence artificielle, donc ils lui ont appris à reconnaître quels étaient les meilleurs candidats, donc par la suite, pour intégrer les effectifs d'Amazon. Sauf que là où ils n'avaient pas été attentifs, c'est que simplement, ils y ont amené un biais, parce que il n'y avait pas un équilibre entre des CV masculins et féminins. Donc l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'a pas de sens cognitif, et qu'il y avait une prédominance de candidats masculins recrutés, a considéré qu'il fallait favoriser des candidatures masculines. Et ça, on le voit également
Par exemple, dans la reconnaissance faciale, il y a des intelligences artificielles qui ont favorisé certaines reconnaissances faciales plus que d'autres. Donc, c'est vraiment important également d'avoir cet éclairage de la manière dont on construit une intelligence artificielle dès sa genèse pour obtenir des résultats qui sont au plus proche d'une réalité et pour lequel vous allez pouvoir prendre des décisions. Ensuite, il y a le respect à la vie privée. Tout simplement, quand vous conversez avec une intelligence artificielle ou que là, par exemple, on enregistre également des conversations au travers d'assistants vocaux. Est-ce que on a demandé le consentement explicite? Parce que derrière, c'est de la donnée et que de la donnée, derrière, on peut en faire beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est le bien-être humain quand on parle d'éthique. Qu'est-ce que c'est que le bien-être humain? On s'est rendu compte également que typiquement, des algorithmes qui sont utilisés sur les réseaux sociaux pouvaient générer un facteur de stress également auprès des utilisateurs. Mais c'est également ce qu'il faut voir, c'est que quand on utilise des intelligences artificielles, et comme je vous le disais, elle n'a pas la science infuse, il a fallu lui apprendre sur ce qui était disponible, donc soit si c'est disponible sur le web ou au sein de l'entreprise. Mais donc pour faire le tri entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis également étiqueter toutes ces données, derrière, il y a des personnes qui font ce travail-là, et on en parle assez peu. C'est ce qu'on appelle les data workers ou des annotateurs. Donc, ce sont des personnes qui passent leur temps quotidiennement à étiqueter du texte, à étiqueter des images, de ce qu'elles peuvent constater, etc. Et qui fait qu'elles vont redresser la qualité des données pour qu'ensuite, par exemple, quand vous utilisez de l'IA générative, vous ayez une réponse dans un format qui est d'une qualité telle qu'on peut l'attendre, comme pourrait évoquer un humain. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, un deuxième sujet qui revient systématiquement quand j'échange avec les entreprises, c'est la sécurité et la confidentialité. Pourquoi? Comme je vous le disais, l'intelligence artificielle repose sur de la donnée. Et donc, s'il n'y a pas de données, l'intelligence artificielle ne peut pas restituer des résultats. Donc, dès lors que vous utilisez des intelligences artificielles ou que vous allez être amené également à acheter des solutions au niveau de l'intelligence artificielle, il faut regarder où sont stockées les données et puis également ce qu'elles en font. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des solutions qui sont proposées en solution SaaS. Donc, ça veut dire qu'ils ont cette capacité de stocker des données et que c'est un marché aujourd'hui qui est dominé principalement par un marché américain et puis également par le marché chinois qui sont nettement moins protectionnistes au niveau des données, tout simplement parce que principalement leur modèle économique, il est basé sur la collecte de données et la monétisation des données. Donc, ce qui fait que ça peut amener un risque au niveau des entreprises si on n'est pas précautionneux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et si on n'a pas regardé également au niveau des conditions générales d'utilisation et ce qu'elles en font et où elles sont stockées. Par exemple, et là je vais faire le lien directement avec un cadre réglementaire, une solution qui est donc d'origine américaine, même si elle vous propose un hébergement des données en Europe, pour autant, elle ne vous protège pas, vous, en tant qu'entreprise. Tout simplement parce que, étant donné que c'est une société américaine, elle dépend du Cloud Act, et donc qui fait que toute entreprise américaine a l'obligation, sur demande du gouvernement, de transmettre l'ensemble des données qui sont disponibles de la part de leurs clients. Et donc, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, il y a également une volonté européenne, on en a parlé la semaine dernière au niveau du sommet de l'IA, pour protéger les entreprises européennes face à ce risque avéré de stockage et du traitement des données. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est l'apprentissage des données. Comme je vous disais, pour que les IA soient de plus en plus intelligentes et soient de plus en plus précises dans leurs résultats, il leur faut des données quotidiennement et de plus en plus. Et on est sur des cycles de plus en plus rapides. Et donc, ça veut dire qu'elles ont besoin d'apprendre sur les données. Et donc, dès lors que vous utilisez des IA génératives, par exemple grand public, qui sont mises à disposition, pour la plupart, elles vont apprendre sur vos données. Donc, pendant un délai, donc par exemple sur une trentaine de jours quand on est sur des applications d'entreprise, mais il faut être vigilant. Donc, il faut vraiment être vigilant sur est-ce que en échangeant avec une intelligence artificielle, je fais porter un risque sur des données sensibles qui sont au sein de mon entreprise.
Et puis le dernier point qui est l'environnement, on n'en parle pas suffisamment, même si aujourd'hui de plus en plus c'est évoqué. Vous voyez, hein, il y a cet accru de développement d'applications d'intelligence artificielle, et pour qu'elles soient de plus en plus performantes, il leur faut du matériel informatique qui soit de plus en plus performant, donc c'est-à-dire qui soutienne cela pour qu'elles puissent rapidement vous apporter des réponses sur des volumes de données, sur des hétérogénéités de données. Et donc là, ça nécessite des infrastructures qui soient extrêmement robustes, de plus en plus puissantes. Donc c'est là où sont stockées entre autres vos données, mais ça nécessite également des composants. Et on voit qu'avec l'IA générative, il y a eu une accélération de composants, par exemple ce qu'on appelle les GPU, hein, qui sont les cartes graphiques, qui sont un petit peu le cerveau de ces intelligences artificielles et qui moulinent le plus rapidement possible pour vous apporter des décisions. Voilà, par exemple, le leader Nvidia, lui, il multiplie chaque année son chiffre d'affaires par 2. Oui, parce qu'il y a besoin de plus en plus de ces composants, de ces infrastructures, mais également de l'énergie, de l'électricité, de l'eau également. Et d'ailleurs, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir évaluer vraiment l'empreinte carbone. Je vous donne un exemple. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur ChatGPT, c'est 1 million de nouveaux utilisateurs tous les 5 jours. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une accélération. Et par exemple, l'un des modèles d'intelligence artificielle qu'utilise cette solution-là, elle génère plus de 240 tonnes de CO2, qui correspond à peu près à 136 allers-retours d'un Paris-New York. Donc 8,4 tonnes de CO2. Et puis, ce qu'il faut voir également, c'est que quand on utilise des outils qui permettent de générer des images comme un Midjourney, un DALL-E, etc., ça équivaut à chaque fois que vous posez une question pour générer une image, c'est comme si vous chargiez votre smartphone intégralement. Et quand vous posez une question, c'est à peu près 16% de cette charge. Donc, on ne se rend pas nécessairement compte, mais c'est aussi de se poser les bonnes questions sur là où l'intelligence artificielle a une vraie valeur à ajouter véritablement en termes de gains et quel est également son impact environnemental. Là, je vous ai fait une introduction. Maintenant, je vous assure, on rentre dans du concret pour que vous puissiez avoir des exemples de cas d'usage. Donc, les cas d'usage que je vous montre, c'est typiquement ce qu'on a travaillé dans le club IAHA avec notre partenaire. Aujourd'hui, dans la fonction achat, vous avez plein de documents qui font des dizaines, des centaines de pages avec des règles qui sont spécialisées, etc. et qui vous obligent à faire un travail qui est fastidieux, qui est chronophage et qui est manuel. Et donc là, ce qu'on a voulu montrer, très simplement, c'est comment on peut obtenir, grâce à l'intelligence artificielle, des synthèses contractuelles. Donc là, on était sur des documents de type contrat, mais ça peut être des avenants, ça peut être des contrats d'application, ça peut être des référencements ou même tout autre type de documents qui ne sont pas nécessairement liés à une activité contractuelle. Ça peut être des bons de livraison, ça peut être des fiches produits, peu importe. L'idée restant la même. Donc là, ce qu'on a démontré, c'est qu'à partir d'un existant, et ça c'est vrai dans toute entreprise, on peut d'ores et déjà soulager la fonction achat. Donc, tout simplement parce qu'un historique de contrat, vous en avez, par exemple dans vos solutions de contract management ou également des contrats qui sont stockés dans des applications dédiées à la fonction achat. Et il suffit simplement de pouvoir traduire vis-à-vis de l'intelligence artificielle ce qu'on souhaite analyser au sein de ces documents-là. Et donc, à partir de là, on va lui apprendre à reconnaître ces différents éléments. Donc, quel était l'intérêt de ce cas d'usage? Déjà, ça permet de soulager les utilisateurs et de gagner du temps, de fiabiliser des points de contrôle également. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, mais quand on est sur des activités qui sont extrêmement fréquentes et volumétriques, au bout d'un moment, l'œil humain, il sature. Et puis, c'est aussi de pouvoir disposer d'une documentation qui est formatée pour obtenir ces synthèses qui peut très bien être utilisée pour d'autres usages et qui peuvent être archivées également pour une valeur probante. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ça ne nécessite pas nécessairement un effort important au niveau de la fonction achat. On est parti d'un jeu de documents, 3 ateliers métiers, dont chaque atelier dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis ensuite, on a défini la manière dont on souhaitait que l'intelligence artificielle restitue les résultats. Donc là, je vous ai montré une modélisation de ce cas d'usage pour vous montrer les grands principes qui ont été mis en place au sein. Et puis voilà, une restitution possible de ce cas d'usage. Donc vous voyez, on a téléchargé des documents, on en a sélectionné. Et puis on avait
entraîner l'intelligence artificielle à reconnaître un certain nombre d'éléments. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont surlignées en bleu. Et puis, sur la partie droite, les différents champs qu'on avait décidé d'extraire. Et en face de ça, l'intelligence artificielle a pu identifier dans toutes les pages de chacun des documents un certain nombre d'informations et les mettre en perspective par rapport au champ qui était extrait. Et donc ça, vous voyez, dans ce cadre-là, ce n'était pas de l'intelligence générative, mais c'est d'autres formes d'intelligence qui sont spécialisées pour analyser des éléments documentaires et puis également textuels. Et à ça, bien sûr, on peut y rajouter l'IA générative. Si j'ai envie d'avoir un résumé ou d'extraire un certain nombre d'informations, etc., rien n'empêche de pouvoir combiner plusieurs intelligences artificielles. Et puis, je vous ai mis dans cette présentation, si ça vous intéresse, parce que au-delà de la présentation que je peux vous faire, c'est toujours bien d'entendre finalement parler des personnes qui ont travaillé avec nous et ce qu'ils en ont tiré comme enseignement. Donc ensuite, deuxième cas d'usage, là cette fois-ci, on va parler de l'empreinte carbone. Pardon. C'est-à-dire que, comme je le rappelais au niveau des achats, aujourd'hui, il est important que vous puissiez évaluer l'impact environnemental de vos fournisseurs. Pardon, j'ai un peu une extinction de voix. Donc, ce qu'on voit classiquement, c'est des formulaires avec une charte fournisseur et pour lequel vous demandez à chacun de vos fournisseurs ou prestataires de pouvoir remplir un formulaire. Donc, vous obtenez des résultats que vous analysez, mais on est sur du déclaratif. À partir de ce déclaratif, est-ce qu'on peut avoir confiance? Et comment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut vous amener notre dimension analytique au-delà du déclaratif? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu montrer au travers de ce deuxième cas d'usage. Ce cas d'usage permet de démontrer qu'il est possible de faire une corrélation entre le déclaratif qui est fait par vos fournisseurs et puis également ce qui est disponible sur le web et dont l'IA va avoir la capacité d'aller récupérer ces données et de les analyser et de pouvoir voir s'il y a des écarts. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'on est parti donc d'un existant de fournisseurs, donc avec un certain nombre de réponses qu'ils avaient pu faire. Et puis également, ce qui est très bien, c'est que grâce au web, on peut récupérer des données sur ces fournisseurs-là, et notamment avec les rapports CRSD, et dans lequel on retrouve des paragraphes qui sont dédiés à leur politique environnementale, avec un certain nombre de graphiques. Donc, si l'intelligence artificielle a cette capacité de pouvoir extraire ces informations dans ces documents qui sont disponibles au niveau du web, on va pouvoir maintenant vérifier l'exactitude de la déclaration de ces fournisseurs-là. Donc ça, bien sûr, on peut le faire au niveau du scope 1, mais si on arrive à remonter dans la chaîne, on peut bien sûr également voir au niveau du scope 2 et pourquoi pas le scope 3 sous réserve, bien sûr, toujours de la disponibilité des informations et des données. Donc, ça va permettre de gagner du temps et surtout d'avoir une analyse approfondie. Donc là, ce que j'ai voulu montrer, c'est que on est parti de données qui étaient disponibles dans des fichiers Excel ou dans des formulaires, avec des données qui étaient disponibles au niveau du web, c'est ce qu'on va appeler de l'enrichissement au niveau de l'intelligence artificielle, et toujours avec cette même logique, on travaille en atelier métier, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir comme résultat, de quoi on dispose et sous quelle manière on veut obtenir ce résultat-là. Donc là, je vous montre, voilà, une interface qui est différente de ce que vous avez pu voir dans le précédent cas d'usage, où on a été récupérer ces fameuses données de ces documents-là, donc ce que vous voyez sur la partie gauche, qui sont les rapports CRSD d'un certain nombre de fournisseurs, et pour lequel l'intelligence artificielle a été chercher des données chiffrées qui étaient relatives à leur impact environnemental et pour lequel elle a extrait un certain nombre d'informations. Donc, vous voyez là dans l'écran, au centre, un certain nombre de couleurs qui ont été stabilotées dans des éléments textuels avec des couleurs différentes. C'est parce qu'on a appris l'intelligence artificielle à reconnaître un certain nombre de valeurs dans un contexte et qui fait qu'une fois qu'elle a appris, elle va pouvoir reconsolider ces informations. Et donc, à partir du moment où on a pu extraire et reconsolider ces informations, il suffit simplement désormais de faire un matching pour chacun de ses fournisseurs, de dire voilà ce que j'ai obtenu, ce qu'il avait répondu dans son questionnaire, voilà ce que j'ai pu obtenir au niveau de son rapport RSE, est-ce que c'est en phase? Et puis également, au-delà de ça, c'est également de se dire j'ai l'habitude de travailler avec ces fournisseurs-là et ces prestataires-là.
au vu de leur politique environnementale, ce que j'ai pu obtenir, est-ce que c'est en alignement avec également la politique propre de mon entreprise? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il est important que je continue avec ces fournisseurs-là? Ou au contraire, il faut peut-être que j'envisage d'autres fournisseurs. Donc, voilà un deuxième cas d'usage. Troisième cas d'usage, cette fois-ci, là, on est plutôt dans de l'automatisation d'appels d'offres. Donc là, on s'était fixé plutôt des appels d'offres de prestations. Dès lors que vous êtes sur des appels d'offres avec une grande volumétrie d'achat, voilà. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est comment on pouvait automatiser tout un processus. Pourquoi? Parce que dans la fonction achat, aujourd'hui, vous devez émettre énormément d'appels d'offres, ce qui peut être extrêmement chronophage. Et là, l'idée, c'était de pouvoir démontrer qu'il était possible de remonter dans la chaîne de prescription, donc de mettre à disposition une application basée sur l'intelligence artificielle qui va permettre à des prescripteurs d'ores et déjà de pouvoir générer des appels d'offres contextualisés en se basant sur un historique d'appels d'offres également, de pouvoir également prédire quels sont les fournisseurs qui sont éligibles à partir de la base de vos fournisseurs, mais d'aller encore plus loin, de pouvoir prédire d'un point de vue budgétaire également ces nouvelles prestations et ce pour chacun des fournisseurs qui ont été choisis. Donc, vous voyez que d'un besoin initial, génération d'appels d'offres, on va pouvoir mettre en cascade plusieurs intelligences artificielles qui vont communiquer entre elles. Et donc, ça va permettre de gagner du temps, bien sûr, dans la rédaction d'appels d'offres, de soulager les équipes achats, mais aussi d'avoir une idée beaucoup plus précise également sur vos prévisions budgétaires. Et donc, pour ça, on est parti d'un historique des appels d'offres, de la base fournisseur que vous avez, de ce qui était disponible dans ces historiques d'appels d'offres et puis quels étaient les éléments importants à retenir pour que l'intelligence artificielle puisse les prendre en considération dans la génération d'appels d'offres et puis bien sûr toujours cet aspect de contrôle. Et ce que vous voyez donc au centre, c'est cette application telle qu'elle a été imaginée pour lequel je crée un nouvel appel d'offres. Et puis également, dans le cadre de cet appel d'offres-là, je vais aller choisir un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, quelle est la description de la mission, le service, etc. Des choses qui existent déjà puisque vous avez déjà eu des appels d'offres par le passé. Et qui fait que ces informations elles vont venir enrichir un prompt qui va être cette fois-ci, dont le résultat va être un appel d'offres complètement contextualisé à partir des sources que vous avez choisies qui sont disponibles au sein de votre entreprise. Et puis, à partir de là, puisque j'ai un appel d'offres et puisque j'ai également un historique de commandes qui ont été passées par les fournisseurs, je vais pouvoir également deviner quels sont les fournisseurs qui vont être en capacité de répondre à ce nouvel appel d'offres. Alors, je vais avoir une prévision qui va être faite par l'intelligence artificielle, mais si je veux, je ne suis pas obligée de retenir l'ensemble de ces fournisseurs-là. Je peux simplement en sélectionner quelques-uns. Et en les sélectionnant, je vais pouvoir également prédire, parce que tout simplement, je sais exactement par rapport à des prestations passées, comment ils ont répondu et j'ai également des informations tarifaires. Donc, à partir de ce nouveau contexte, je vais pouvoir avoir un niveau de prédiction avancé, contextualisé sur les réponses que pourraient apporter ces différents fournisseurs. Donc, voilà déjà 3 cas d'usage qui ont été travaillés, pour lesquels on a obtenu des résultats, mais ce ne sont pas uniquement que ces cas d'usage-là qui peuvent être utilisés dans la fonction achat, il y en a bien d'autres. Donc, par exemple, la prévision dynamique d'évolution des prix fournisseurs, mais ça peut être également vos coûts. Ça peut être la détection de valeurs aberrantes dans des référentiels prix fournisseurs, tout simplement parce que vous avez des fournisseurs qui ont dans leur catalogue de prix, etc., et se rendent compte qu'il y en a qui sont hors scope par rapport à d'autres et en fonction des différents axes d'analyse. De pouvoir rapprocher des données entre applications, et ça, moi, je l'ai vu vraiment fréquemment en discutant avec les directions achats, qui est de se dire, j'ai des données qui sont dans un système de facturation, j'en ai d'autres dans une solution de contract management, j'arrive pas à faire le matching entre les deux, tout simplement parce que mon fournisseur, il s'appelle pas de la même manière dans les deux applications. Donc, si je veux faire ce rapprochement-là, je suis obligée de le faire manuellement, ce qui est extrêmement chronophage et qui a faible valeur ajoutée. L'intelligence artificielle a cette capacité.
Au même titre que, par exemple, quand on est sur des fonctions achats qui utilisent une même application mais qui a été paramétrée différemment dans différents pays, c'est pratiquement chose impossible ou extrêmement difficile de se dire un achat qui a tel libellé dans un SAP par exemple en France, il s'appelle pas du tout de la même manière dans un autre SAP qui est en Amérique du Nord. Tout simplement parce que c'est un principe de paramétrage qui a été fixé dans chacun des pays, et c'est de se dire l'intelligence artificielle a cette capacité, grâce à l'analyse des caractéristiques de chacun de ces produits, de pouvoir proposer un niveau de confiance et de similarité entre ces différents produits. C'est de se dire peut-être qu'il s'agit véritablement des mêmes produits. Voilà. Et donc, on peut également envisager qui est de se dire j'ai un panel de fournisseurs, de prestataires avec qui j'ai l'habitude de travailler, et malheureusement, ces fournisseurs-là, ils sont en rupture et je dois absolument retrouver des fournisseurs. Simplement, chaque fournisseur a des manières différentes de présenter également ses produits. Donc, comment on fait quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de fournisseurs avec des présentations qui sont différentes? L'intelligence artificielle a également cette capacité de pouvoir analyser des caractéristiques textuelles qui peuvent être par exemple dans des fiches produits ou dans des devis, etc. Autre cas d'usage, c'est également, on parlait de performance fournisseur et de risque, vous allez pouvoir également avoir une évaluation beaucoup plus approfondie de vos fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un devoir de vigilance vis-à-vis de vos fournisseurs avec les documents qu'ils vous transmettent. Mais pour autant, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'évolution de votre risque fournisseur, tout simplement parce qu'il est possible de disposer d'informations sur vos fournisseurs grâce aux données qui sont disponibles sur le web et se rendre compte que finalement, ce fournisseur-là, il est dans un écosystème, il peut y avoir un certain nombre de décisions, etc., qui affectent les mandataires et pour lequel ça vous fait porter un risque avéré au niveau de votre entreprise. Je vous parlais d'analyse approfondie des dépenses et des coûts. Tout simplement, avec toutes les informations dont vous disposez, vous allez pouvoir avoir de nouvelles dimensions analytiques et beaucoup plus approfondies. Vous allez pouvoir également sourcer de nouveaux fournisseurs, également par rapport à un certain nombre d'axes qui peuvent être des axes géographiques, qui peuvent être en fonction des impacts environnementaux, etc. Et vous allez pouvoir également utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les processus d'approvisionnement et puis également de gestion des stocks qui permet de déclencher un certain nombre d'activités. Donc, j'ai essayé au travers de cette présentation d'ores et déjà de vous donner quelques idées au niveau de l'intelligence artificielle. Sachez que l'intelligence artificielle a une capacité étendue en termes d'analyse. Tout dépendra bien sûr des données. Et ça, je le rappelle, c'est bien la nourriture de l'intelligence artificielle. Donc, en conclusion, ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'intelligence artificielle, déjà, c'est pas une menace. C'est surtout un outil qui est en votre faveur. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Et comme je vous le disais, elle existe déjà depuis très longtemps. Elle va simplement vous aider à amplifier vos connaissances et vos capacités analytiques. Par contre, les personnes, de toute manière, qui prendront les décisions finales, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est vous en tant qu'expert. C'est vous qui avez le savoir métier, pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme je le rappelle, n'est qu'un moyen informatique. Par contre, il est important d'ores et déjà que vous puissiez utiliser l'intelligence artificielle parce que ce qui fera la différence, c'est ceux qui auront compris comment l'utiliser et véritablement ce qu'elle apporte. C'est déjà une réalité, comme je vous le disais. Donc, il est important pour toute entreprise, toute fonction, véritablement, de l'utiliser. Ça sert à rien de se dire non, c'est une crainte, c'est pas vrai. Elle est accessible à toute taille d'entreprise. Et aujourd'hui, j'échange aussi bien avec des PME, des ETI que des grands comptes. Donc, l'IA, elle est vraiment accessible, simplement, il faut bien doser, savoir là où elle est utile dans l'entreprise et plus particulièrement dans votre cas, dans les tâches qui sont liées aux fonctions achat. Donc, ça va pouvoir vous aider à enrichir vos compétences et c'est vraiment un pilier. Donc, je le rappelle, l'IA n'a pas de sens cognitif comme un humain. Donc, ayez toujours un avis critique. Vous vous rappelez, je vous ai indiqué que l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques, c'est de l'informatique, c'est des statistiques. Donc, toujours, quand vous obtenez un résultat au niveau de l'intelligence artificielle, prenez du recul par rapport à ça. Posez-vous, mettez vos sens un petit peu en exergue, etc. Posez-vous toujours la question,
de est-ce que je peux vraiment me pied dessus, est-ce que ça a du sens. Et puis aussi, par rapport à ce que je vous exposais, les risques. Surtout quand on utilise l'IA générative, c'est tellement facile de l'utiliser parce qu'on pose des questions, j'ai pas besoin de faire des recherches, des requêtes, elle fait le travail pour nous, etc. Bah oui, mais simplement quand vous posez des questions et que, par exemple, vous soumettez un certain nombre de documents, bah ces documents-là, c'est la connaissance de votre entreprise ou un certain nombre de données qui sont au sein de votre entreprise. Donc si vous posez des questions, c'est simple, vous obtenez un résultat. C'est la facilité. Mais pour autant, vous exposez potentiellement votre entreprise puisque derrière, les données peuvent être utilisées à d'autres escients. Et puis, ce qu'il faut également, je vous parlais de famille d'IA, et c'est pour ça que l'IA, il faut surtout en parler au pluriel. Il n'y a pas une IA qui sait tout faire, tout bien, etc., et qui est exacte. C'est surtout plusieurs intelligences artificielles qui ont toutes leurs spécialités, donc surtout quand on veut se lancer dans l'intelligence artificielle, avant même de choisir la technologie ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, quels sont les objectifs, et ensuite se pose la question de l'outil. Quelle est la technologie qui est adaptée? Voilà un petit peu pour, je dirais, l'échange que je souhaitais avoir avec vous aujourd'hui. Donc surtout, soyez un acheteur augmenté par l'intelligence artificielle, c'est important, mais surtout que vous soyez éclairé. Et c'est ce que j'ai essayé de vous exposer là pendant ces quelques minutes. Et puis si vous avez envie d'en apprendre plus loin également, si vous avez envie de retrouver un petit peu les éléments, voilà, je vous ai mis un certain nombre de ressources que vous pouvez retrouver. Je relaisse la parole à Christelle. Et puis, écoutez, Merci merci Christelle. beaucoup. Alors avant de passer au temps de questions-réponses, je vais vous partager l'actualité des achats durables dans le Grand Est. Donc les 2 prochains webinaires auront lieu en avril et en juin prochain. Donc le premier va vous faire découvrir 3 outils ludiques et innovants pour pouvoir partager avec vos collaborateurs, engager vos équipes ou vos parties prenantes, donc à travers des jeux, de la formation, mais une formation innovante, et la fresque des achats responsables qui vous sera présentée, qui a été créée là au mois de janvier. Voilà, donc ça, ce sera le webinaire donc du mois d'avril pour engager vos parties prenantes autour de ce sujet et de vos démarches d'achat durable. Et au mois de juin, là, on sera sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de dérèglement climatique, avec notamment le témoignage d'une entreprise alsacienne qui travaille dans le chocolat. Autre actualité, donc vous avez certainement entendu parler donc du parcours sourcing durable qui existe depuis 6 années consécutives maintenant, destiné donc aux entreprises du Grand Est pour pouvoir conforter ou mettre en place une politique d'achat durable en son sein. Peu importe la typologie d'entreprise, peu importe la taille, peu importe l'activité, peu importe la présence ou non d'équipe achat, puisque voilà, toutes les entreprises achètent. Ce parcours donc est un parcours d'1 an d'accompagnement par une consultante, Valérie Auchard en l'occurrence, qui va vous permettre donc, comme je le disais, de déployer votre propre politique d'achat durable. Une cinquantaine d'entreprises ont déjà participé ces 5 dernières années. Des places sont disponibles pour le nouveau parcours qui débutera au mois d'avril. Donc voilà, je vais juste vous partager un sondage pour savoir si vous êtes intéressé pour être recontacté ou tout simplement pour participer à ce parcours sur 2025, voire 2026. Il sera également renouvelé l'an prochain. Voilà, vous avez le sondage qui est à l'écran. Et puis nous allons passer au temps de questions-réponses en même temps. Alors Christelle, vous avez déjà répondu à de nombreuses questions qui ont été posées. Il y en a une notamment sur la taille des entreprises, donc vous l'avez bien précisé, l'intelligence artificielle dans les achats peut être ouverte à toute taille d'entreprise. Par contre, est-ce que c'est le cas même quand on n'a pas forcément une équipe achat? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis amenée à échanger avec des directions générales, vraiment toute fonction au sein de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de bien identifier au sein de l'entreprise ce qui est à forte valeur ajoutée et ce qui est chronophage, pour lequel on pourrait gagner en efficience opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie que l'on adopte avec les entreprises et que ce soit aussi bien des petites entreprises que les grands comptes, parce que finalement, ils ont énormément d'équipes, mais ils sont face aux mêmes problématiques. Et véritablement, ce qui est important, c'est de dire,
j'ai identifié des cas d'usage. Là, c'est une vraie problématique et je souhaite identifier un chemin avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Et qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Ben, c'est la nourriture dont je vous parlais, qui sont les données. Elles se trouvent où et sous quelle forme? Et à partir de là, eh ben, au travers, et ça, c'est pour ça que, au travers de notre plateforme, qui ne nécessite pas de développement, on montre très rapidement des résultats. Et l'intérêt aussi, c'est de montrer des résultats. Ben, ça permet d'ores et déjà de passer d'un concept de l'intelligence à quelque chose de probant sur un existant au sein de l'entreprise. Et ça permet de plus en plus d'aller plus loin dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok, merci. Alors, j'ai une question hyper technique. J'avoue, je ne comprends même pas la question. Sur quel Bon. LLM avez-vous basé vos RAG ou vos RAG? Alors, on va C'est du parler de, technique. alors, ok, donc ce qu'il faut voir, c'est LLM. Donc c'est une partie, c'est une technologie informatique qu'on retrouve dans l'IA générative. D'accord? Dans l'IA générative, il y a du LLM, donc c'est-à-dire c'est un Large Language Model. Donc c'est une forme d'intelligence artificielle qui a cette capacité, cette spécialité à générer des réponses. Un LLM, il est fait pour générer. Et ensuite, il y a plein d'ingénierie informatique, etc. Alors, au niveau de notre plateforme, donc je ne sais pas dans quel sens en fait est orientée la question. Si la question elle est sur quel est le LLM que nous utilisons au sein de notre plateforme MIA ou plus globalement quels sont les LLM qu'on retrouve dans les IA génératives grand public. Donc je vais répondre sur notre solution. Aujourd'hui au niveau de notre solution, on a cette capacité de pouvoir interfacer plusieurs LLM. Donc c'est un choix qui est pris. Donc ça peut être du lama, on peut très bien avoir de l'anthropique, ce que l'on veut. Ça peut être également un GPT. Ça dépend véritablement, déjà s'il y a un souhait particulier au niveau du client et par rapport aussi au contexte d'utilisation de l'IA générative. Pourquoi? Parce que les LLM, qui sont cette base sous-jacente de l'IA générative, elles ont toutes été construites, alors on va dire globalement, mais elles ont plus ou moins des forces et des faiblesses. Et il faut mettre en perspective quel est le besoin. Il y en a que, par exemple, des IA génératives qui vont être super performantes pour faire des résumés. Il y en a qui vont être super performantes sur des prompts très très longs. Il y en a qui vont être plus spécialisés sur la prise en considération du contexte. Donc, il y a toutes ces petites subtilités qui nécessitent en fait des réglages au niveau de l'IA générative et qui fait que, avec ces réglages et en fonction de ces IA, on peut obtenir des résultats qui sont différents. Donc, ce qui est important aussi pour compléter par rapport à ce que je viens de dire, donc notre plateforme, elle a cette capacité de pouvoir donc paramétrer plusieurs LLM et c'est surtout que ces LLM, ils s'installent dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire appel à une solution extérieure. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'IA générative grand public, qui est là pour apprendre sur vos données, également, qui sont des solutions étrangères, etc., pour lesquelles vous vous exposez à un risque. Nous, tout est autonome au sein de la plateforme. Et c'est ça aussi qui interpelle les entreprises et qui les intéresse, c'est qu'elles ont l'assurance que tout reste au sein de l'entreprise et qu'on n'en fait rien. Et puis le RAG, voilà, on aime bien en intelligence artificielle parler de trigrammes, etc. Le RAG, ce qu'il faut voir, c'est pour ceux qui découvrent un petit peu, c'est le deuxième cerveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles que tout le monde a appris à connaître, grand public, etc. Je pose une question, je maîtrise l'art du prompt, etc. Et puis mes questions sont pertinentes, etc. Je vais obtenir un résultat. Ok, très bien. J'obtiens le résultat parce que tout simplement, ces intelligences, elles ont appris sur le web, sur ce qui était disponible. Sauf que dès lors qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise, déjà c'est autre chose. Parce que quand on veut l'utiliser dans un contexte professionnel, on veut que ça s'appuie sur une base de connaissances qui est disponible au sein de l'entreprise. Et ces bases de connaissances, c'est l'or des entreprises et elles ont tout intérêt à les protéger. Donc elles sont pas disponibles sur le web. Donc ça veut dire qu'il va falloir, d'une certaine manière, apprendre à ces IA génératives à également aller chercher des choses qui sont dans les bases de connaissances des entreprises et qu'elles s'appuient particulièrement là-dessus et non pas sur le web. Voilà, si je devais simplifier un peu les choses.
Donc, c'est un peu le Jiminy Cricket de l'IA générative et qui va lui dire non, je veux prioritairement que quand tu me fais une réponse, que je te pose telle et telle question, tu vas d'abord chercher dans telle base de connaissances qui se situe au sein de mon entreprise. OK. Merci, on a un petit peu dépassé le temps. On va reprendre quand même une question. Il y a comment puis-je communiquer les données de mon ERP à un logiciel d'IA? Mais bon, là, je pense qu'on est plus sur la technique Oui, c'est plus de la finalement. technique. Là, ça Ouais. va être plutôt lié à de l'automatisation, mais je dirais ce qui se fait classiquement en informatique, qui est soit on veut quelque chose qui est sans couture et on connecte par API, par exemple, une solution avec une intelligence artificielle et qui fait que cette intelligence artificielle, elle va capter la donnée qui est issue de cet applicatif pour ensuite pouvoir restituer un résultat. Donc, c'est plutôt l'intégration. On va prendre une dernière question. Est-ce qu'on dispose d'outils pour contrôler l'impact énergétique de notre usage de l'IA, éventuellement à travers des comptes rendus, des extraits de consommation auprès des hébergeurs peut-être? Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des publications sur l'impact environnemental. Néanmoins, ça reste encore très parcellaire. C'est là où aujourd'hui, bah, et puis c'est surtout que ce sont des sujets que les acteurs n'aiment pas trop évoquer, voilà, tout simplement. Donc il y a un certain nombre d'études que j'ai pu voir. Je vous ai donné un certain nombre de données chiffrées, mais il y en a bien d'autres. On commence à voir dans des solutions qui permettent de créer des intelligences artificielles des débuts de traçabilité, en tout cas des fonctionnalités qui permettent d'avoir une évaluation sur l'impact environnemental. Mais ça reste encore très très récent. Voilà. Ok. Par contre, c'est sûr que vous, en tant qu'acheteur, voilà, dès lors qu'il y a en tout cas un souhait d'utilisation d'intelligence artificielle, ce sont des exigences en effet que vous devez évoquer. Parfait. Merci beaucoup, Christelle. Oui, c'est plus des remerciements pour la présentation et le webinaire. On a fait le tour des questions. Merci, Christelle, pour votre intervention. Merci à toutes et à tous pour votre participation active. Et puis, on se retrouve du coup au mois d'avril pour le prochain webinaire. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Au revoir.